La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour votre nouveau TVR BPGO Business Club où l'économie décryptée par ceux qui la font avec nos chroniqueurs du jour. Nous sommes très heureux de vous accueillir depuis la maison des avocats comme le mois dernier. Grand merci à Hélène Lodic-Baron qui a pu permettre ce mois-ci à nouveau d'avoir ce lieu très agréable en remplacement de l'Atrium que nous retrouverons au début de l'année 2022. Les chroniqueurs sont là, ils ont travaillé ardemment leur sujet. Bonsoir Maurice Bourrigaud. Bonsoir Stéphane Maillet. Directeur régional de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci à vous Marie-Louis, déléguée générale du Fonds Nominoé au CHU de Rennes. Bonsoir Marie. Bonsoir Stéphane. Et bonsoir à Hugues Méli. Merci beaucoup Hugues, PDG de Nidji et président de BDI, Bretagne Développement Innovation. Merci en tout cas à vous trois. Vous avez beaucoup travaillé car l'invité de ce soir est quelqu'un qui représente un secteur très important sur notre territoire en Bretagne, les télécommunications. Je vous demande d'accueillir le directeur Orange Grand Ouest, Pierre Jacobs. Bonsoir à tous. Bonsoir Pierre. Bonsoir. On est très très heureux de vous accueillir car c'est un moment très important. Vous êtes arrivé, pratiquement il y a au jour près à Rennes, il y a désormais 6 ans. On peut dire que vous marquez réellement ce territoire. On va quand même rappeler ce très beau cursus, classe préparatoire littéraire Hippocagne-Cagne au lycée Henri IV à Paris. Vous allez obtenir un master en management des entreprises de réseau et à la faveur d'un mémoire sur les télécommunications, vous allez vous passionner pour ce véritable domaine. Vous devenez directeur des ventes grand public de France Télécom à Nancy en 2000. Vous êtes, vous, sinon originaire, vous adorez quand même le rappeler d'une très très belle région qui est la Lorraine, oui. La Lorraine, qui est un peu différente de la Bretagne. Mais de la Bretagne. Aussi. Alors vous allez retrouver ce théâtre opérationnel chez Orange en 2006 à la direction territoriale Nord. Et après avoir mis sur pied la nouvelle direction de la relation client grand public d'Orange France, vous êtes nommé en 2011 directeur général de la Générale de Téléphone, anciennement la Photoservice Photostation. Et vous l'avez dit, depuis 2015, depuis décembre 2015, vous pilotez les activités d'Orange Grand Ouest. Alors les chiffres forcent le respect. Vous avez pratiquement plus de 17 000 salariés au service de 8 à 9 millions de clients grand public et entreprises. Et vous n'êtes pas peu fier de dire que uniquement sur Rennes, vous avez 5 500 personnes qui y travaillent, dont 80% d'ingénieurs. La première question, elle est très simple. La Bretagne, c'est la filière électronique. C'est le radome de Plauder-Baudou qui avait permis cette première retransmission entre les États-Unis et la France. C'est également le Minitel, c'est la puce que l'on trouve dans les cartes à puce, c'est le verre fluoré, c'est la fibre optique, c'est la télévision haute définition, c'est tout ça. Et sans cette filière électronique, on se demande, il y a le Minitel, Internet, on se demande ce que l'on ferait. Mais la Bretagne a quand même, pour vous, une place particulière dans tout ce qui est télécommunication. Alors, ce n'est pas que l'histoire, même si j'ai l'habitude de dire que une grande partie de l'histoire d'Orange, c'est effectivement la Bretagne et l'ouest de la France depuis les années 60, et notamment les bassins de Rennes et de Lannion. Mais pour la Bretagne, Orange est aussi une partie de son histoire. Parce que c'est vrai qu'à une époque, dans les années 60, où les filières économiques étaient peu nombreuses,
une des entreprises, une des premières à s'y être engagée, c'était Orange. Alors quand je dis c'est pas que l'histoire, c'est que mon rôle, ça a été de le poursuivre et de le perpétuer. Parce que vous l'avez remarqué, la vie d'Orange aujourd'hui, ça n'est plus de vendre des Minitel ou de s'occuper d'un réseau cuivre, c'est bien plein d'autres choses. Et mon rôle a été aussi dans cette région de préparer l'avenir et d'amener des filières parfois anciennes mais qui maîtrisent très bien les technologies. On parle de la fibre optique. À Lannion, on a des spécialistes mondiaux de la fibre optique qui font déjà dans des laboratoires des expériences à 1 terabit. C'est de préparer des équipes spécialistes de la cybersécurité, comme on a à Rennes, qui avec Paris est le pôle le plus important pour Orange, qui veut devenir le numéro 1 européen dans la cybersécurité. Très important, mais aujourd'hui, avec plus de 400 emplois sur Rennes, on est l'entreprise qui a le plus de salariés dans ce domaine de la cybersécurité. Et donc je dis, l'histoire se perpétue. On a une grande et belle histoire, mais ces métiers d'avenir et ces secteurs de l'innovation qui sont en train de se construire, eh bien, nous avons décidé, Orange, de poursuivre cette aventure en Bretagne notamment, parce qu'on y trouve des gens compétents, des étudiants compétents, des salariés engagés, bref, un écosystème avec d'autres entreprises, petites ou grandes d'ailleurs, qui nous permet d'imaginer l'avenir toujours dans cette région. Et donc pour moi, bien sûr, je suis fier de l'histoire, et je l'écoute, l'histoire de notre entreprise à travers ses salariés, ses clients, ses élus, mais je suis fier aussi de ce que l'on pose là au présent pour préparer l'avenir, et donc Orange sera encore plus belle entreprise quand je n'y serai peut-être plus à la tête ici dans le Grand Ouest, mais mon rôle c'est de perpétuer l'histoire et d'être encore plus important dans cet écosystème numérique. Maurice Bourrigaud. J'ai 1000 questions et comme ce sont les réponses qui importent, je vais faire court. C'est la fin du cuivre. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, la fin du cuivre, vous le savez peut-être, mais c'est une grande histoire qui a commencé, alors, je pourrais dire en 1886, là où est née l'administration des postes et télécommunications. Mais en fait, on avait beaucoup de retard. Et le cuivre, c'est essentiellement 1970-1985, où on attendait parfois jusqu'à 1 an le téléphone, au début des années 70. Mais le cuivre, c'est toujours votre téléphone à la maison pour la plupart, et c'est encore dans le Grand Ouest une majorité des personnes qui ont l'Internet, via ce qu'on appelle l'XDSL, la DSL, avec ce réseau cuivre, ce fil de cuivre, qu'on n'aurait pas imaginé faire tant de choses. La télé, qui est apparue en 2004 sur ce fil de cuivre, par exemple, on n'imaginait pas, quand il a été créé, qu'il pourrait rendre autant de services. Mais ce cuivre, pour répondre très directement à votre question, il a vocation à disparaître. Vraisemblablement qu'à la fin de la décennie, autour de 2030, on commence déjà à faire des expériences. Il faut imaginer que c'est long et qu'il y a parfois d'autres opérateurs et d'autres entreprises qui passent sur ce réseau de cuivre, donc ça nécessite une coordination très importante, avec le régulateur notamment. Mais on peut se dire que petit à petit, on va démanteler ce réseau de cuivre dans les 10 prochaines années, parce qu'il y aura la fibre optique. Et dans 10 ans, il y aura la fibre optique partout. Et donc le téléphone, à la maison, Internet et tous les services qu'on connaît aujourd'hui. Et puis tous ceux qui seront imaginés dans les 10 prochaines années passeront par la fibre optique à la maison ou dans les entreprises. Donc on va dire que c'est la fin. Mais ce qui est un peu compliqué pour un opérateur comme Orange, c'est que nous sommes à la fois l'opérateur historique sur le cuivre, donc nous avons la responsabilité de le faire fonctionner tant qu'il y aura des gens sur ce réseau-là. Et nous sommes aussi de très loin, en France, le premier opérateur d'infrastructure qui déploie la fibre optique, qui a le plus de clients, et on est même le premier en Europe en nombre de prises de fibre optique. Donc il faut faire vivre 2 réseaux fixes, en plus des réseaux mobiles. Et on va dire que parfois, ça a parfois l'impression d'avoir plus de contraintes que d'opportunités, mais en même temps, on essaye d'accompagner au mieux tous nos clients. Marie-Louis. Alors moi, j'ai envie de m'adresser au papa. Et je voudrais savoir comment vous gérez l'exposition de vos enfants aux écrans. Eh bien, c'est difficile. Alors, pour parler de mes 2 petites filles, je pense que les écrans, déjà, ça vient très rapidement parce qu'ils voient tout simplement le monde qui les environne aller sur les écrans. Tout s'est digitalisé aujourd'hui. La vie en entreprise, on y reviendra peut-être, mais la crise a encore été un accélérateur. Mais aujourd'hui, tout est digitalisé, alors qu'avant, je le disais à mes collaborateurs, quand j'ai commencé à travailler dans une entreprise qui s'appelait France Télécom il y a 23 ans maintenant, je rentrais dans mon bureau à 1 heure certaine, je repartais à 1 heure parfois tardive, mais lorsque j'avais quitté mon bureau, je n'avais pas d'ordinateur portable, j'avais à peine un mobile dans les premières années, et donc la vie au travail était très cadrée, il n'y avait pas de porosité. Aujourd'hui, les enfants voient des écrans partout, les parents
utilisent des écrans partout, et même à des moments qui ne sont pas adéquats, hein, des repas au restaurant, des manifestations culturelles. Et donc je pense qu'on est un peu l'initiateur de mauvaises habitudes. Donc je pense qu'il faut éduquer à l'écran, ce que nous faisons d'ailleurs, hein, nous faisons des ateliers numériques pour les adultes et les enfants, pour que les parents puissent accompagner, parce qu'on peut accéder avec Internet à des choses qui ne sont pas destinées aux enfants, donc il faut les protéger. Et en même temps, je pense que c'est une éducation, il ne faut pas être dans le refus, c'est une ouverture au monde qui est fantastique. Pendant mes études, il y a quelques étudiants ici, on allait dans des bibliothèques, on prenait des notes. Quand vraiment on avait beaucoup d'intérêt à faire, on allait faire des photocopies, mais ça coûtait un peu d'argent, donc on faisait attention quand on était étudiant. Mais aujourd'hui, on est sur des moteurs de recherche, notamment un qui est très connu, et on a une ouverture sur le monde énorme, qu'on soit au fin fond de la France et qu'on recherche une information à l'autre bout du monde ou dans une bibliothèque dans un autre pays. C'est la plus grande bibliothèque au monde. Mais c'est un accès énorme, mais en même temps, l'accès, ce qu'on appelle la connectivité, ne fait pas l'apprentissage de l'outil numérique. Et au-delà des enfants, on estime dans les études en France qu'il y a entre 13 et 18 millions de personnes qui sont des exclus du numérique. Nous, on s'est fait vraiment un objectif de faire de l'inclusion numérique parce qu'aujourd'hui, quand on ne sait pas faire une recherche pour avoir ses papiers avec un service public, quand on ne sait pas faire un CV ou une recherche d'emploi sur Internet, là, on est vraiment handicapé. Et on voit que toutes les personnes, et pas seulement les personnes âgées, l'exclusion numérique dépend aussi beaucoup du niveau social, par exemple. Donc on peut être un jeune qui va parfois sur des applications très connues, Instagram, Snapchat, mais qui est incapable de faire des actes qui vont le servir dans sa vie au quotidien. Donc mes filles, c'est de l'éducation, de la pédagogie, parfois un petit peu de renoncement aussi quand les parents veulent un peu de tranquillité. On a parfois de bonnes idées en tête, mais c'est vrai que l'outil numérique et un dessin animé, ça peut servir tout le monde. Mais en même temps, une telle ouverture sur le monde qu'on ne peut pas priver en fait sa famille de ces outils. Hugues Méli. Alors vous l'avez rappelé, on a beaucoup inventé, beaucoup breveté de technologies ici en Bretagne, à Cesson-Sévigné, à Lannion, mais à Brest aussi, à Caen, c'est pas la Bretagne, mais c'est juste à côté. On a surtout industrialisé ces technologies à travers des entreprises qui étaient parfois créées pour l'occasion, qui les ont commercialisées, parfois partout dans le monde, il n'y a pas que le contre-exemple du Minitel. Et puis tout ça s'est arrêté progressivement, on a été rattrapé par l'industrie mondiale, on s'est mis à acheter des technologies venant d'ailleurs, venant d'Asie en particulier. Où en est cette boucle vertueuse entre le fait d'inventer et le fait de commercialiser les produits? Est-ce qu'elle pourrait renaître, en particulier à l'heure de la souveraineté numérique, qui est le Graal de beaucoup d'entre nous? C'est très compliqué, mais en même temps, c'est un rêve que je veux avoir encore pendant une longue période. Et si possible, durant toute ma vie professionnelle, de se dire qu'on peut inventer des choses qui peuvent prendre un certain temps, mais la France est une terre d'innovation. Comme on l'a dit dans le Grand Ouest, on a la chance d'avoir 3 des plus grands laboratoires de recherche et développement et d'innovation d'Orange à Lannion, à Rennes et à Caen. Et donc on essaie, mais ça n'est pas simple. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle parfois dans le bon franglais d'un consultant le time to market, être prêt au moment où on peut faire une disruption sur le marché, ben c'est compliqué dans les équipes de recherche et développement de lutter sur ce qu'on appelle les GAFA, les grandes entreprises américaines. Nous-mêmes, nous avons échoué ces dernières années. Nous avons lancé un speaker, hein, comme vous pouvez en avoir à la maison ou chez vous, mais de très grandes entreprises américaines que je ne citerai pas étaient déjà très puissants sur le marché. Et donc nous sommes arrivés un peu tard. Et puis pour qu'un speaker ait du sens, il faut aussi qu'il y ait du contenu. Tout ça s'achète ou prend du temps à se construire. Et donc c'est vrai que c'est compliqué. Ce qui a changé quand même depuis 30 ou 40 ans, c'est qu'on est entouré d'écosystèmes, d'entreprises qui sont parfois plus agiles que nous. Alors parfois Orange a lancé, j'allais dire, des jeunes qui ont créé eux-mêmes leur entreprise. Il y en a encore un certain nombre dans l'Ouest. Mais j'allais dire, on a des entreprises qui sont capables d'agilité dans certains domaines dont nous ne sommes pas toujours capables. Et donc il faut qu'on réussisse à faire dans une logique partenariat, on parle d'open innovation aujourd'hui, hein, et pas dans une logique propriétaire, à bâtir des écosystèmes qui ont du sens. Je trouve que dans l'Ouest, et j'ajouterai aussi Nantes, on commence à avoir des écosystèmes et des partenaires qui sont autour de nous en proximité. Et je crois que le grand challenge sur l'innovation, mais c'est vrai dans la vie d'un manager, c'est d'arriver à lier le global et le local. La proximité, on le fait tous, même dans notre vie au quotidien. Consommer local et en même temps profiter de portes sur le monde qui sont aussi présentes chez nous et autour de nous. Et je crois qu'on peut le faire, mais pour ça, il faut un peu de conviction, il faut y mettre les moyens. Et je terminerai juste, hein, Stéphane, en disant qu'on était un peu une entreprise, même totalement une entreprise de service public, puis de service universel, avec un attachement et une raison sociétale qui dépassait notre seul statut d'entreprise. Et je pense que c'est en train de se recréer à travers, on parle de la souveraineté numérique, des data centers, de l'hébergement de données sensibles, par les États, mais aussi par le public, par des entités privées. Et je pense qu'on va relocaliser
de l'innovation, on va retisser des liens de proximité. C'est un peu moins simple ou spontané à imaginer que acheter des légumes ou des biens de consommation tout près de chez soi. Là, on se dit qu'un bien de technologie, finalement, c'est pas très compliqué d'aller acheter un brevet qui a émergé au bout du monde. Mais je pense que vont se recréer des écosystèmes locaux qui vont enrichir les entreprises et qui vont permettre d'aller plus vite dans la mise en œuvre des innovations. Pierre, à vous écouter, on a le sentiment que chez Orange, c'est en quelque sorte une véritable révolution perpétuelle. Toujours, ça ne s'arrête jamais. Alors c'est passionnant, parce que je pense qu'il y a des secteurs où c'est, beaucoup moins sinueux le chemin, beaucoup plus pérenne. Hein. Et en même temps, c'est une contrainte de changer sans arrêt, et surtout pour le management, d'avoir toujours, je dis, un œil très concentré sur le présent. Parce que nos clients nous attendent là en fin d'année sur la qualité de notre réseau mobile, sur les services qu'on va pouvoir délivrer, mais toujours aussi un œil sur le futur, que ce soit en termes d'organisation du travail, d'évolution des métiers et des compétences. On dit que plus de 80% des métiers à la fin de la décennie n'existent pas aujourd'hui, en tout cas n'auront plus la forme qu'ils ont aujourd'hui quand ils sont dans les mêmes secteurs. Et donc on est en changement perpétuel. Ce qui est grand aussi, j'allais dire, et que nous avons fait le choix, c'est de continuer avec l'ensemble de notre personnel. Les seules mesures que nous avons pour que le personnel puisse évoluer sont des mesures dites de pré-retraite. Mais le personnel, aujourd'hui, il y a encore près de 40 000 fonctionnaires chez Orange. Le personnel qui a commencé l'aventure parfois il y a 40 ans dans une administration, l'a poursuivi dans un établissement public et aujourd'hui dans une société anonyme qui s'appelle Orange, qui fait plus du tout la même chose qu'il y a 40 ans, qui faisait pas de mobile il y a plus de 30 ans, qui faisait bien sûr pas de fibre optique, qui faisait pas de banque, qui faisait pas de cybersécurité, qui faisait pas de cloud et d'hébergement. Et on est devenu cette entreprise avec toujours les mêmes qui étaient au départ et qui continuent l'aventure pour un grand nombre, et puis tous ceux qui nous ont rejoints aussi ces dernières années. Donc la grandeur de l'entreprise, c'est de rester attaché à ce qu'elle est, une entreprise de réseau française, de services publics à la base, qui invente, qui a un rapport à la société puissant et qui a su passer cette culture, elle a déformé aussi, elle a changé, hein, à travers les générations, que les gens aient 20 ans ou 60 ans dans l'entreprise. On ne vient pas par hasard chez Orange et on a quelque chose, il y a une âme supplémentaire par rapport à la seule raison économique de l'entreprise. Alors, il nous reste 9 minutes. On va passer en questions et réponses rapides. Maurice. Je ne sais pas si la pré-retraite arrivera à 40 ans, vu la vitesse d'évolution, y compris chez Orange, mais je pense à l'Afrique, parce que je fais le lien avec ce proverbe africain qui dit que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et vous êtes parmi les rares entreprises à être présentes en Afrique. Très présentes même. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que les grandes infrastructures, l'aéroportuaire, on connaît tout ça. Mais vous, c'est original. Et vous êtes aussi présent avec une banque en Afrique. L'Afrique a été une des premières zones, on va dire, d'expansion d'Orange et qu'on a confirmé ces 10 dernières années, sous le mandat de Stéphane Richard notamment. L'Afrique, c'est un continent qui change, qui avait pas tout à fait 1 milliard d'habitants il y a quelques années, qui va en avoir 2 milliards entre 2040 et 2050, donc c'est un continent de croissance. C'est un continent où on avait une histoire aussi pour le coup, hein, avec notamment l'Afrique francophone, ou le Maghreb, nous sommes présents au Maroc, en Tunisie, en Égypte, on a une histoire ancienne avec ces pays-là. Et on a décidé de se lancer, mais avec une toute autre vision et puis une histoire des télécoms très différente en Afrique, puisqu'il n'y avait quasiment pas de réseau fixe, hormis dans les grandes villes, et nous avons décidé de lancer et d'amener la connectivité, notamment à travers les réseaux mobiles dans ces pays-là. Nous sommes un des 3 grands opérateurs de télécom en Afrique. Mais au-delà d'amener la connectivité, il faut une utilité de la connectivité. Et effectivement, notre grande aventure dans la banque n'a pas commencé il y a 4 ans en France, elle a commencé il y a 12 ans en Afrique, avec Orange Money, où les personnes n'étant pas bancarisées, on est parti d'un téléphone avec des options très simples pour simplement passer de l'argent d'une personne A à une personne B en famille ou payer là où il n'y a pas d'argent, parfois même pas de liquidité. Il faut passer par une banque. Eh bien, on est passé par un mobile, très simplement. Et aujourd'hui, Orange Money, c'est une énorme banque avec plusieurs dizaines de millions de clients. Combien de clients? C'est plusieurs dizaines de millions. Non, mais à peu près 40 millions qu'on va essayer encore de développer et qui est très important pour nous, qui est aussi en train de devenir dans certains pays une banque enrichie, parce qu'il y a 10 ans, on n'avait pas de smartphone en Afrique. Aujourd'hui, on a des smartphones, donc on peut vendre d'autres services à travers la banque. Et donc, on a créé finalement, en partie, puisque le système bancaire n'était pas comparable au nôtre, un moyen de bancariser des populations, souvent très rurales, très isolées, avec des diasporas en France, qui nous ont amené aussi à nous poser ensuite la question de la France. Et donc, je pense que non seulement on est un opérateur de télécommunications dans une 20aine de pays en Afrique, mais on a aussi
permis une partie du développement économique de l'Afrique aujourd'hui, et donc on a aussi un rôle sociétal sur ce continent. C'est ce que j'allais dire, ce rôle sociétal aussi que vous défendez ardemment. Marie. Alors, moi, je reviens en proximité après cette petite escapade en Afrique. Vous êtes mécène à plus d'un titre, le groupe Orange. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les innovations auxquelles on est en droit de s'attendre là, pourraient servir les patients d'un grand hôpital comme le CHU de Rennes? Alors, déjà, l'innovation au sens large, au-delà des bonnes actions, on travaille de très près dans le milieu de la santé hospitalier. Et bien entendu, nos équipes sont en train de réfléchir avec les équipes et avec la SOCG des CHU, avec toutes nos technologies, mais notamment la technologie mobile, parce qu'on peut y faire des choses avec un taux de latence très faible. On peut imaginer que la révolution à la fois des opérations en milieu hospitalier, mais aussi de l'accompagnement en milieu non hospitalier va être révolutionné par nos réseaux. Donc on regarde de très près et juste on accompagne notamment les futurs CHU de Rennes et de Nantes, qui sont des gros projets pour le Grand Ouest. Mais on accompagne aussi des innovations qui peuvent aider les hôpitaux. On a, il y a quelque temps, créé l'arrondi des personnes qui payent et qui donnent leur arrondi à de grandes associations, ou locales ou nationales. On alterne. En ce moment, alors c'est national, mais c'est l'Institut Gustave Roussy de Villejuif qui va recevoir l'arrondi de ces dernières semaines et de tous ceux qui auront profité en cette fin d'année des boutiques Orange ou d'Orange.fr. Et puis on accompagne aussi localement des organisations. Moi j'en ai une qui me tient vraiment à cœur, où j'ai été un peu le parrain au départ, qui s'appelle Dessine-moi la high-tech, qui accompagne des enfants malades que nous finançons au CHU de Rennes, mais aussi qui s'est élargi en France et à l'international, qui accompagne des enfants souvent hospitalisés très longuement, avec qui on va, avec des objets connectés, amener de la joie et du sourire. Et je suis très heureux aussi qu'on joue ce rôle pleinement. Encore un rôle sociétal, mais pour moi, j'ai à cœur aussi qu'on aide les gens dans la difficulté, et on le fait à travers la Fondation ou à travers toutes ces initiatives locales. Les 2 dernières minutes avec la question d'Hugues et la réponse de Pierre Jacobs. Question courte et bienveillante. Avec une entreprise aussi fabuleuse, et je le dis très sincèrement, pourquoi le cours de bourse est-il aussi déprimant ? Je pense que alors, le cours de bourse, honnêtement, ne doit pas être l'alpha et l'oméga pour nos clients, par exemple, mais il pourrait être une déception pour des salariés qui sont très largement actionnaires du groupe Orange. Orange, c'est déjà un premier actionnaire qui est toujours l'État. Donc Orange, c'est une entreprise dont les projets dépendent aussi des choix de l'État encore aujourd'hui. Et puis, les opérateurs télécoms, en général, n'ont pas le vent en poupe au niveau de leur capitalisation, et donc forcément le niveau boursier, parce que c'est des entreprises qui doivent investir beaucoup. Orange investit plusieurs milliards chaque année. Il faut refaire des réseaux mobiles. On est encore en train d'investir sur la 4G en réalité, on lance la 5G, on investit sur la fibre optique, on investit encore 500 millions d'euros par an sur le cuivre pour le maintenir. Et donc, les marges que l'on a, on les investit dans nos réseaux notamment ou dans nos diversifications. Et donc, ça ne permet pas, au-delà des dividendes qu'on peut avoir, de redonner beaucoup à l'actionnaire. Et donc, tant que le niveau d'investissement sera aussi important, forcément, l'actionnaire hésite et se demande comment cette entreprise, qui a besoin d'investir et dont la croissance quand même est limitée parce que la concurrence est très forte et les prix sont bas, notamment en Europe, beaucoup plus qu'aux États-Unis ou sur d'autres continents, quelles sont ses marges de manœuvre pour un jour être vraiment intéressant pour un actionnaire. Donc, je pense qu'on y sortira de ce dilemme à un moment donné, qu'on est dans le pic d'investissement aujourd'hui, on n'a jamais autant investi. Je suis sûr qu'il faut bien sûr le regarder, et la valeur est importante, y compris pour nos salariés, mais je suis sûr qu'on va voir à l'horizon un arc-en-ciel d'ici quelques mois. Une dernière question sur la formation, parce que pour un groupe comme Orange, la formation, le recrutement, c'est primordial. C'est primordial. Et c'est primordial aussi de travailler en proximité. Aujourd'hui, on travaille avec l'Université de Rennes, avec l'IUT de Saint-Malo, avec des écoles d'ingénieurs, que ce soit IMT Atlantique, l'INSA, l'NCBS à Vannes, parce qu'il faut qu'on forme les besoins de demain, les gens qu'on a besoin d'avoir demain en cyberdéfense, par exemple avec l'NCBS, puis aussi parce que nous adorons l'alternance. Plus de la moitié de nos salariés sont recrutés après de l'alternance, 2 ans, 3 ans, 5 ans parfois d'alternance. Je vais faire mon IUT en alternance chez Orange, puis une école d'ingénieur. Donc j'ai passé 3 ans, parfois sur 2 ou 3 fonctions différentes. Et on est en train de bâtir localement un noyau de compétences qui explique aussi qu'on a envie de rester durablement dans cette région. Et donc je le dis, dans le domaine du numérique, pour les femmes comme pour les hommes, il y a plein de métiers différents. Il n'y a pas de métier qui a vocation à être genré. Tous les métiers ne sont pas techniques. On a besoin aussi d'ergonomes, de sociologues, de commerciaux. On a besoin de plein de métiers différents. Et je le dis, l'avenir est dans le numérique. De toute façon, beaucoup de choses sont numériques.
Mais chez Orange, on a besoin de vous. Vous êtes un pur produit et ce sera vraiment la toute dernière question en 30 secondes. Est-ce que l'on peut vous voir? Vous avez passé 5 ans ici à être sur de très grandes régions, on va dire un tiers de la France quasiment. Est-ce qu'on peut vous voir un jour au sommet de la pyramide? Vous, un enfant d'Orange. Je ne sais pas ce qu'est le sommet de la pyramide. Et je pense que là où Stéphane Richard. Là où je suis heureux de me trouver, c'est en tant que manager. C'est vraiment ça le plaisir, c'est de gérer l'humain. Et les principales satisfactions que j'ai sont plutôt avec les gens que j'encadre. Et la première ligne, je n'attends pas tous les jours la satisfaction ou le coup de fil qui vient de la hiérarchie. J'essaye de faire mon travail au mieux. Et après, le destin, c'est comme la vie, le destin professionnel. Il arrive des choses qu'on n'a pas souvent prévues. Et quand on veut vraiment très très fort quelque chose, ça finit par ne jamais arriver. Donc pour ne pas être déçu, il faut laisser la vie nous préparer les plus belles surprises. Mais en tout cas, avec Marie, Maurice, Hugues, l'ensemble du public, on peut vraiment vous remercier, vous applaudir. Pierre Jacobs, directeur Grand Ouest d'Orange. La semaine prochaine, nous serons heureux de vous raconter une très belle histoire familiale. 3 générations. Olivier Clanchin sera notre invité. Nous parlerons de cette très belle trajectoire de Tribala-Noyal. Encore, merci Pierre Jacobs. Merci à vous. Très belle semaine à toutes et à tous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.